commencer. Tu veux que je commence? Vas-y, commence. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Hervé Le Tourneur. Je m'appelle Alban Clévy. On va se présenter rapidement ici. Ça fait à peu près 20 ans que je fais du développement dans l'écosystème Java, principalement banque et assurance. Dernièrement, là, chez notre client, on commence à être impacté un petit peu plus par l'IA et commencer à faire du développement agentique. Moi, ça fait 18 ans que je travaille, pareil, du développement et principalement banque et assurance depuis beaucoup d'années déjà. Et on travaille ensemble dans la même mission. On a les mêmes impacts. Donc la première chose quand on nous a donné ces outils, c'était le mirage du prompt magique. C'est-à-dire, je fais une demande ponctuelle dans mon outil, il fait le code, et puis je démarre une nouvelle session, il a oublié ce qui a été fait avant. Ça, on l'a tous vécu et je pense qu'on le fait tous encore de temps en temps et ça atteint très vite ses limites en fait parce qu'en fait on passe notre temps à itérer et puis à se dire mais en fait t'es un développeur Java, t'es pas un développeur Python. Donc on a commencé à se dire comment on allait faire en fait. Ouais, je t'avais dit qu'on était en Java 8, pas en Java 21, ce genre de choses. Quoi. Donc ce qu'on a voulu faire, c'était de passer du prompt seul à créer un agent qui soit un système de travail. Donc le prompt seul, il perd la mémoire, elle est complètement volatile. Je change de session, j'ai perdu tout ce qui a été fait. Les décisions qui sont implicites liées à la session, donc si on a pris une décision qui peut être impactante comme des décisions d'architecture, et sur la session d'après, si je ne l'ai pas gardé, il n'en a pas conscience et il risque de prendre encore une mauvaise direction. Pas d'audit non plus sur ce qui est fait, sur les décisions qui sont prises. Donc on a voulu passer sur un système de travail avec une mémoire qui est versionnée, des décisions qui sont explicitées aussi dans la documentation, une qualité qui va être reproductible et un audit qui va être réel de ce qui est fait. Pour créer ce système de travail, en fait, au début, on l'avait créé nous-mêmes, en se disant, on va faire nos petits fichiers, tout ça. Et on a commencé à se rendre compte que de temps en temps, ça dérivait la création de ce système de travail. Alors, on s'est dit, on va demander à l'IA de noter notre système de travail. Et catastrophe, on avait 5 sur 10. Et donc, en fait, c'est là on arrivait à la conclusion que c'est pas à nous de créer le système de travail, en fait. C'est l'IA qui crée son système de travail et c'est nous qui la guidons sur qu'est-ce que doit être le système de travail. Et toujours en faisant noter au fur et à mesure, et puis pour être sûr que le système soit bon, on ne le fait pas noter par un modèle, mais par 2 ou 3, parce que bon, c'est quand même plutôt sympa. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à créer notre système de travail. Donc la première chose qu'on a voulu faire, c'est donner de la mémoire à cet agent. C'est de lui dire au final, tu travailles sur un projet qui va être du reporting réglementaire. On travaille là-dessus en ce moment, c'est pour ça que je parle de ça. De manière à ce qu'il sache un petit peu le contexte métier dans lequel il est, lui donner aussi les technologies qu'on utilise, etc. Donc lui donner un contexte, une mémoire, et essayer de construire ce contexte, de le structurer, de manière à ce qu'il puisse retrouver les informations qui sont nécessaires et les décisions qui ont été prises. Donc ça, ce qu'on appelle du context engineering, c'est quel contexte on va donner à cet agent, de manière à ce qu'il soit le plus efficace possible dans les tâches qu'on lui donne, et surtout qu'il n'oublie pas ce qui a été fait avant, et qu'il le réutilise. Ouais, et donc on va retrouver beaucoup de décisions qui peuvent être à la fois techniques ou fonctionnelles. Donc on va retrouver tout ce qui va être des ADR, donc des décisions d'architecture. En décision d'architecture, ça va être on fait du microservice par exemple. On va aussi dire on utilise Spring, on n'utilise pas Spring, on utilise Lombok ou pas, on est en Java 25. Donc en fait, toute décision va être mise dans des ADR ou dans des fichiers MD associés en fait. On va aussi créer des procédures récurrentes, des choses, des tâches qui viennent de façon répétée, qui doivent être toujours faites de la même façon. Et on va lui dire, quand tu fais ça, ici, il y a quelque chose qui t'explique comment on fait cette procédure récurrente pour s'assurer qu'elle soit toujours faite de la même façon, qu'elle respecte les standards qu'on attend sur la production de ces features. La procédure récurrente, c'est quand tu commites, tu lances les tests avant en fait. Chose bête, mais on ne commit pas quelque chose qui ne compile pas et qui n'est pas faisable. Et on garde un état du backlog et aussi de la dette. C'est-à-dire qu'il va produire de la dette. Il y a certaines choses qu'on va corriger, d'autres qu'on va garder, et on le conserve de manière à pouvoir la traiter potentiellement plus tard. Oui. Donc voilà comment on constitue nous le projet. Donc l'agent.md est le point d'entrée. Alors agent.md ou clone.md ou gemini.md, ça dépend un petit peu des agents que vous utilisez. Pour nous, c'est le point d'entrée, c'est l'agent orchestrateur.
C'est lui qui comprend la demande et qui ensuite, en fonction de la demande, va utiliser un graphe de Markdown, donc un ensemble de MD, qui vont tous se référencer les uns les autres, et en fonction de la demande, il va charger uniquement s'il y a besoin par rapport à la demande. Donc dans ces graphes de Markdown, on va trouver des guides pour expliquer comment les choses doivent être faites. Donc ça peut être des guides comme l'architecture hexagonale, on va lui dire comment on veut que ça soit fait, comment le projet doit être structuré. Même, on peut aller même plus loin. Dans des guides, on va dire, quand tu veux valider un objet, en fait, tu utilises cet exemple de code que nous, on a développé et tu le reprends, en fait. Et dès qu'on lui fait, tu as de la validation à faire, automatiquement, il ne va pas inventer une validation d'Internet, il va prendre notre façon de valider, qui correspond à notre façon de travailler au sein de l'équipe. Un ensemble de skills aussi. Encore une fois, les procédures récurrentes, on va les trouver à ce moment-là. En fonction de la demande, il dit tiens, ça je connais, je sais comment faire, je vais charger cette skill pour faire le traitement. Et aussi un backlog et un tech debt. Donc quand on veut traiter la dette, il est capable de la retrouver et il va commencer à travailler dessus. Et ensuite, on va avoir de l'exécution spécialisée. Donc c'est là, on va avoir des sub-agents selon la tâche. C'est un moyen, par exemple, de réduire la taille du contexte. Quand on veut faire quelque chose, il faut éviter d'avoir tout le contexte de l'agent orchestrateur. Ou des agents pour faire de l'exploration, de la revue, ou des implémentations ciblées. Voilà. Donc ça, c'est comment on constitue le projet. Je te laisse... Ok, je continue. Alors, la règle devient un test. En fait, je vais reprendre l'image de quelqu'un qui m'avait expliqué ça. Je trouve ça assez intéressant sur le harness engineering. Vous pouvez prendre un cheval. Un cheval, c'est quelque chose de puissant. C'est capable de sauter très haut, de courir très vite, etc. Mais il faut être capable de canaliser cette puissance. Et ça, c'est l'humain qui le canalise. Mais il ne va pas le canaliser en se mettant un cru dessus, ça va mal se passer. Donc il va mettre du harnais, il va mettre une selle dessus, il va mettre un mors pour être capable de canaliser en fait le cheval, sa puissance et lui faire ce qu'on a envie. Et ici, on va mettre des règles qui deviennent des tests. Et on va donc... je vais toucher à rien. On va mettre donc des règles et des tests pour s'assurer que l'IA est contrôlée, elle est canalisée dans ce qu'elle doit faire dans l'agent, de manière à ce qu'il aille au bon endroit et qu'il n'invente pas des choses où... L'idée, c'est quand on va la canaliser, si donc on fait des choses un peu classiques, hein, on suit notre CLI, et en fait, si on voit qu'elle dérive, c'est pas nous qui allons corriger du pourquoi elle dérive, en fait. On l'interroge, on lui dit, ok, on s'arrête là, qu'est-ce qui fait que tu as dérivé? Alors, elle va nous expliquer des bonnes ou des mauvaises raisons, et après, on va lui dire, ok, ces raisons-là, en fait, maintenant, on en fait une règle, et on veut qu'elle soit appliquée en permanence, on veut plus que tu dérives. Alors typiquement, un grand truc qu'on avait eu, c'était pas chez notre client, c'était un projet perso, on lui avait dit, t'as pas le droit de committer. Ok. Et un jour, elle commit. T'es mignonne, mais la règle là fait, ah bah oui, c'est vrai. Mais il y avait ce cas-là, en fait, où j'ai commité. Oui, t'as plus le droit. On continue une fois, je lui dis, maintenant tu commites. Je commit, je fais, t'as pas le droit de commiter. Bah oui, mais vous me l'avez demandé. Bah non, en fait, t'as pas le droit. Juste parce qu'on avait mis le mot commit, ce qui est normal, hein, en fait. Donc là, on peut mettre des hooks, par exemple, pour essayer de se protéger de ça et de le forcer à avoir notre validation pour avancer. Donc toutes les contraintes qu'on va mettre dessus, c'est s'assurer qu'il va faire les choses dans les standards que nous, on se fixe et d'essayer de la canaliser. Ouais. Alors ici, c'est... si on a un agent qui n'est pas crafté, parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train de dire ici, qu'on essaye de crafter un agent pour qu'il génère le code qu'on veut et avec la qualité qu'on veut. Si on laisse un agent standard tout seul, sans lui donner tout ce contexte, tout ce harnais, on va se retrouver avec son entraînement. Donc il va faire, par exemple, si on fait des tests, il va utiliser par défaut Mockito, parce qu'il voit Mockito partout en fait. Donc il dit c'est comme ça qu'il faut que je fasse mes tests, il faut que j'utilise Mockito. Il va donc moquer par réflexe, etc. Il va utiliser en fait ce qui est fait majoritairement dans les bases de code. Quand on a un agent crafté, parce que sur nos projets, on n'a peut-être pas envie d'utiliser ces technos, on n'a peut-être pas envie que ces tests soient écrits de cette façon-là, on a nos propres standards, etc. Si on lui a donné ces règles-là, qu'on lui a mis dans son contexte, quand il va écrire les règles, il reçoit une demande qui est beaucoup plus claire et il va écrire les tests comme on le veut. Le meilleur exemple que je peux donner, on lui avait interdit l'utilisation de Mockito, on l'avait forcé à faire de l'architecture hexagonale avec des interfaces et des interfaces plutôt fonctionnelles, donc aucune méthode. En craftant l'agent comme ça, en lui en mettant ses contraintes, quand il a écrit les tests, il a utilisé lambda pour les moquer. Il n'a pas utilisé Mockito, je lui avais interdit. Et en fait, c'était mon intention, c'est ce que je voulais. Donc il l'a fait naturellement. C'est par les contraintes qu'on lui a mis.
dans son contexte qu'il a à disposition, qui fait qu'il va aller vers ce qu'on veut faire. Il va comprendre l'intention de l'équipe et implémenter comme nous, on le souhaiterait. Par contre, ça a un petit effet un peu pervers, en fait. C'est que nous, dans une grosse structure actuellement, et ils se sont dit, bah, tout le monde va mettre tous ses agents ensemble. On leur a expliqué qu'en fait, bah, nos agents, nous, ils sont craftés. Donc, ils sont propres à un projet. Et on a une dizaine de projets, en fait. Donc, on a pu en extraire une espèce de quintessence de données communes. Mais en fait, ils sont vraiment hyper spécifiques à une application. Et donc, bah, voilà. Donc, bah, pour tout le monde, c'est pas possible. Donc c'est aussi un peu le seuil à trouver, le threshold entre est-ce que je fais beaucoup de craft ou pas en fait. Mais le retour est que ça marche quand même plutôt bien. Donc là, on en arrive à la définition de notre système de travail. Et là, on utilise ce qu'on appelle le compound engineering et le harness engineering à l'intérieur. Donc la première chose qu'on va mettre, c'est des directives. Dès le départ, au début de l'agent, on va lui dire vérifie où tu es dans le Git. Est-ce que tu es sur master? Est-ce que tu es sur une branche dont la PR est déjà mergée? Si ce n'est pas le cas, fais ce qu'il faut pour te mettre dans de bonnes conditions pour travailler. Donc ça, on va lui donner ces directives. Dès le départ, on le cadre. Ensuite, au moment de l'exécution, il va avoir les tests obligatoires, il va être obligé de faire la mise à jour de son backlog, il va avoir des skills de review. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on définit à l'intérieur de l'agent. Quand il a fini une tâche, il doit faire une code review pour vérifier si les conventions de code qu'on a écrites dans nos guides, elles sont bien respectées. En fait, on finit par avoir ce qu'on appelle des artefacts vivants. Voilà, notre doc, en fait, elle est vivante. Et ça, elle est assurée par la boucle de feedback. Ça, c'est plutôt du compound engineering qui va, à la fin d'une tâche, regarder si ce qu'on a ajouté nécessite une mise à jour de la documentation. Tout simplement parce que dans cette exécution, on peut avoir des choses qui se passent mal, l'humain intervient en disant tiens, là, c'est pas comme ça qu'on aurait dû faire, ça va pas, et ça peut générer des pitfalls. Et il faut loguer ces pitfalls, il faut qu'ils soient présents de manière à ce qu'à l'exécution d'après, ils ne reproduisent pas l'erreur qui a déjà été faite. Donc on met une boucle de feedback de manière à ce qu'ils mettent à jour la documentation si nécessaire. Comme ça, on a forcément une source du savoir, enfin la mise à jour du savoir, et encore une fois, là, ça va rejoindre un petit peu ce qui a été avant, la doc devient une source de vérité. Mais vraiment, le point j'insiste vraiment, c'est cette doc-là, elle est faite par l'agent, enfin par l'IA ou par les IA pour elle en fait. Finalement, que Noah soit pas toujours extrêmement lisible, c'est pas ce qu'on lui demande en fait. Nous, on lui demande de la noter, de vérifier qu'elle sait faire les choses. C'est pour ça qu'on a un score explicite, c'est que régulièrement en fait, on la fait se noter. Et si on atteint un score qui est inférieur à 8 sur 10, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va plus en fait. Notre qualité a fortement réduit. Et à ce moment-là, on va travailler dessus pour remonter le score à 9, voire 10 sur 10. Par exemple, sur le dédoublonnage, j'ai eu un exemple où en fait, il y avait à 2 endroits différents la même règle qui était écrite. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il me dit, ça c'est pour l'humain et ça c'est pour l'agent. Et je dis, ouais, mais ça, ce MD, il est pour toi, il n'est pas pour moi. Donc, la boucle de feedback va passer dessus et vérifier qu'il n'y a pas de choses qui sont en double, parce que ça pourrit forcément le contexte. Et vu le prix des tokens, on voudrait éviter ce genre de choses. Donc ça, c'est important qu'il fasse une passe et de vérifier qu'effectivement, il n'y a pas ces choses qui apparaissent en double ou qu'il a écrit des choses pour moi. Et ça, c'est pas pour moi, en fait, c'est pour lui. Alors, ça, c'est un échec, un exemple d'échec qui a été évité. On se retrouvait sur en fait, l'endroit où il était, c'était sur une PR qui était déjà mergée. En fait, automatiquement, il y a le garde-fou qui s'active. Il s'oriente, il regarde, il dit OK, je suis sur telle branche. Il va interroger le repository. Il dit OK, la branche a déjà été mergée, la PR elle a déjà été faite. Donc, je ne dois pas travailler à cet endroit-là. Donc là, automatiquement, il va se mettre sur master, il va récupérer toutes les dernières modifications qui ont pu être faites, parce qu'il y a plusieurs PR qui ont pu être mergées entre-temps. Il va se mettre à jour et créer une branche qui correspond à la tâche qu'il est en train de faire. Donc immédiatement, même le nommage de la branche est plutôt correct. Et ça évite de polluer l'historique. Et donc ça, c'est parce qu'on a mis, dès le départ des directives, où on lui impose de travailler comme ça. Si on ne fait pas ça, on peut se retrouver dans des situations un peu bizarres où il commence la feature sur une branche qui a peut-être 2 jours sur le poste sur lequel on travaille et on n'a pas tout ce qui a été fait par les petits copains et du coup le dev drift à ce moment-là parce qu'il n'est pas à jour. Ou ce que je disais tout à l'heure, le fait de passer les tests avant de committer et ainsi de suite. En fait, on essaie de toujours avoir quelque chose de propre comme environnement de travail. Alors ça ne veut pas dire qu'on disparaît dans l'affaire.
L'agent, c'est lui qui va coder, c'est lui il va avoir l'exécution rapide, beaucoup plus rapide que nous. Mais ça n'empêche que nous, on doit faire des arbitrages, notamment au niveau du plan. Quand on commence à dire, bah, tiens, je vais faire tel feature, il va expliquer comment faire. Bah, nous, on va peut-être voir des choses qui ne vont pas en termes d'architecture. Et à ce moment-là, c'est l'humain qui va avoir l'arbitrage. Donc, dans le workflow agentique, il y a des endroits où l'humain doit être dans la boucle et dire, attention, là, ça, j'ai pas envie que ça soit fait comme ça, ou ça va pas dans le bon sens. En fait, l'humain, maintenant, il devient référent technique, globalement. En fait, c'est lui qui sait la connaissance technique. Ça impose à l'humain d'avoir une très très bonne même connaissance technique des langages, d'architecture, de concept, en fait. Parce que l'IA, elle est entraînée sur tout et n'importe quoi, et il y a le n'importe quoi, en fait. Et donc, il y a souvent des bases mauvaises. Et en fait, c'est là où on redevient, les 20% qu'on a sont mentalement extrêmement fatigants, parce que c'est de la revue, c'est du cadrage. Et oui, c'est fatigant de vérifier que, non, on n'écrit pas du code comme ça. Tu as la décision d'architecture qui a été prise, c'est comme ça, et tu t'y maintiens, en fait. Donc, l'humain, il est au cœur du système, en fait, finalement. Et ce 20%-là, il est costaud. Dans les arbitrages qui a pu être fait d'ailleurs, je crois que la slide elle a sauté, j'ai l'impression, dans le passage. Il y avait un moment donné où on avait mis un guide sur l'architecture hexagonale, on lui avait dit comment ça devait être fait, et je lui ai fait une demande, sauf que la demande que je lui fais, je ne m'en rends pas compte, mais en fait elle viole ce principe-là. Et en fait, par ce guide, il va m'alerter, il va me dire attention là, on va violer l'architecture hexagonale en faisant ça. On va pas dans le bon sens. Donc le garde-fou marche. Et je lui dis d'accord, mais toi aussi tu pourrais ne pas le voir, parce que ça arrive ça aussi, qu'ils ne se rendent pas compte de ce genre de choses, même avec des skill reviews, etc. Et c'est à ce moment-là où il a dit, mais on n'a qu'à mettre ArcUnit. On a mis ArcUnit en place pour avoir quelque chose de déterministe qui vérifie qu'on n'a pas des dépendances, genre un contrôleur qui référence directement un DAO par exemple, ce genre de choses qu'on ne veut pas forcément. Et ça, c'est harnais que c'est mis, ces contrôles qu'on met qui permet de s'assurer que ça va toujours dans la bonne direction. C'est surtout ce genre d'outils qu'on met jamais sur nos projets parce qu'on n'a pas le temps. En fait, 10 minutes, montre en main. 10 minutes, montre en main, c'est créer comité et c'est bloqué et voilà. Et ça permet par la suite de voir des problèmes d'ailleurs, que lui-même introduit. C'est-à-dire que j'ai déjà vu comme ça faire une tâche, il lance les tests ArcUnit, il dit « Ah, j'ai violé l'architecture hexagonale ». C'est le test ArcUnit qui lui a dit. Et hop, il recommence et il corrige le tir. Au final, on craftait du code et maintenant c'est l'argent qu'on crafte. C'est lui qu'on construit pour qu'il fasse le code comme on souhaite, dans des standards, dans la qualité qu'on attend. Un petit peu comme Pygmalion sculpte Galatée. Voilà, donc on ne crafte plus le code directement, on crafte l'agent pour qu'il crafte le code. Donc on lui donne nos pratiques de craft à nous, en fait, que ce soit par la documentation, par des exemples de code, en fait, et par tout ce qui va être du context engineering, du compound, du harness, en fait. C'est comme ça qu'on vient crafter un agent. Et pour moi, cet agent, donc, comme on dit, il se construit comme un produit logiciel au final. Finalement, cet agent, c'est un petit peu une image de nous, voire une image technique de l'équipe en permanence, en fait. Et c'est toute l'équipe qui doit le mettre à jour. C'est un objet communautaire, même si on ne le dit pas ici, pour nous, c'est un objet communautaire. T'es allé trop loin. J'ai allé trop loin. Merci, messieurs. Julien a une idée incroyable. On va se séparer la salle en deux pour ne pas courir partout. Alors, c'est quel côté de la salle qui a posé une question en premier? Et le premier qui lève la main. Son côté là-bas, là, comme ça, je fais rien, moi. Alors, une question. Merci pour la présentation. J'avais une petite question sur une de vos slides où vous parliez des directives et notamment vous présentiez un workflow autour de Git en le guidant mais fortement, c'est-à-dire jusqu'à lui dire les commandes qu'il devait exécuter. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui pourrait être simplement décrit? Aujourd'hui, on a des agents qui sont super matures en fait et qui sont probablement meilleurs à utiliser Git que la plupart d'entre nous, moi inclus. Est-ce qu'il ne faut pas juste lui expliquer que en fait, crée une branche, part de master, et puis démerde-toi avec ça, quoi. Alors, quand on avait fait la presse à l'époque, j'ai recrafté un agent dernièrement, je ne lui ai pas demandé de mettre les commandes. Mais à l'époque, parce que maintenant tout va très vite, donc là on parle de préhistoire où on était obligé de lui mettre les commandes, là maintenant effectivement on n'a plus besoin. Donc ça c'est aussi important et c'est autre chose, c'est qu'il faut que les agents qu'on fasse
évoluent aussi en permanence avec les modèles. C'est-à-dire qu'il faut les revoir quand le modèle arrive, parce qu'ils arrivent avec des nouvelles fonctionnalités. Il y a des choses, on l'a mis dans l'agent parce que l'agent n'était pas capable de le faire, donc on l'outille pour lui expliquer comment faire. Et puis, s'il y a une évolution là-dessus, il faut le retirer, en fait. Tout simplement dire, non, en fait, ça ne sert à rien que je lui mette la commande, maintenant il le comprend, en fait. Plus besoin. Et ça, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses, au final. Merci. J'avais une question de ce côté-là. Merci pour la présentation. J'avais une question. Vous disiez qu'il fallait avoir de très bonnes compétences techniques pour pouvoir revoir ce que faisaient les agents. Comment vous intégrez les juniors dans ce processus? Alors les juniors, comme des juniors avant, en fait, on les onboard techniquement, on fait du pair avec eux quand on fait de la review, on leur donne des connaissances techniques, ça n'a pas changé finalement, on passe du temps avec eux. Et on construit l'agent avec eux. Et on leur explique, on a fait comme ça pour telle raison. Donc comme on aurait fait avant, où on serait mis sur son poste, on leur a dit, voilà, on fait comme ça, c'est pareil, il y a ces règles-là pour respecter telle chose, et s'il ne comprend pas, on se prend 1 heure, 2 heures, et on explique en fait. Je pense que c'est un travail qui est très important parce que quand les seniors vont passer, la connaissance part, qui prendra le relais? Si on forme pas la nouvelle génération, on va avoir des problèmes. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses d'ailleurs, en dehors de l'IA. Bonsoir. Certes, on rajoute un niveau d'indirection, en fait, comme d'hab, avec des pointeurs, on fait un truc en plus. Donc en craftant des agents, mais est-ce que vous avez ajouté les concepts éculés comme les tests unitaires, par exemple, sur les agents, justement, ou l'équivalent? Les tests unitaires, c'est ça? Ouais. Oui, oui. En gros, comment on vérifie que l'agent... Enfin, on développe un agent, ok, mais est-ce que les mêmes règles de développement qu'il y avait encore au temps de la préhistoire, comme moi, s'appliquent sur le nouveau dev sur les agents? Alors oui, en plus, on a un client qui est très pointilleux, c'est 85% de coverage. Donc voilà. Donc oui, on a toujours ce coverage qui est présent en permanence. Et au moment de la review, on vérifie qu'il a bien écrit les tests. Et s'ils sont mal écrits, on lui explique qu'ils sont mal écrits et qu'il faut les réécrire. Non, alors je me suis mal exprimé. C'est pas ce que produit l'agent. Je parle de ce que vous produisez. Nous, on produit plus de code en fait, quasiment. Si, justement, vous dites que justement l'agent lui-même, comment on le valide? C'est des MD. Comment on teste les MD? C'est une question, je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse non plus. Ce qu'on a fait, moi j'ai fait une skill de review de l'agent, de manière à ce que quand il a fini, il vérifie que l'agent est toujours cohérent. Ça a déjà arrivé, par exemple, qu'il crée une skill et qu'il ne la référence pas, ce qui fait qu'en fait elle n'est pas atteignable. Ou qu'elle est mal écrite. Et donc du coup, dans un sub-agent qui n'a pas le contexte, je lui demande de revoir l'agent en entier, de prendre du recul et de vérifier que tout est cohérent, que tout marche bien, que tout est bien référencé. On peut aussi mettre des conventions à l'intérieur pour dire comment on veut que l'agent soit construit, etc., etc. Donc ça peut être un moyen. Mais après, c'est pareil, si c'est un LLM qui vérifie, le côté test, c'est censé être déterministe. Après, on peut ne pas le tester, mais on supervise ce qu'il fait. Finalement, on passe beaucoup de temps à lire des clis, donc on se rend compte que tout d'un coup, ça dérive. Par des petites astuces qu'on peut mettre en place, et là, il y a quelque chose qui s'est mal passé, en fait. Donc, on interrompt et on regarde ce qui s'est mal passé. On essaie de comprendre. On a mis des critères de scoring, par exemple, sur l'agent, comme le doublonnage. Une question aussi d'avoir le moins de bruit possible à l'intérieur de l'agent. Quand il excède une certaine taille, qu'il lève des alertes aussi. Ce genre de choses, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a commencé à adresser cette problématique-là. Merci. Après, l'une des dernières qu'on a mis en place il y a très longtemps et qui marche très bien, on lui demande de commencer, quand il commence à travailler, mettre des symboles ou des noms spécifiques, comme ça on est sûr qu'il a toujours le contexte en fait, c'est que l'agent est toujours présent. Merci. Ouais, j'en ai une petite là. T'en avais de l'autre côté aussi ou? Non, le côté par là-bas, il dort un peu, c'est ça? Ils dorment un peu là. Allez, allez, allez. Faut faire les animations de camping, côté gauche, côté droit là. Merci. Moi, j'ai une petite question sur l'architecture testing. Il me semble que vous avez parlé, vous en avez mis en place, c'est ça? Je trouve que c'est une bonne pratique parce que c'est même souvent oublié dans les code base et c'est assez vital en général pour respecter les règles d'architecture. Par contre, là, avec un agent, comment on fait pour
qu'il n'ait pas la tentation de déroger à l'architecture en mettant à jour les tests. Ça peut être un peu, il peut avoir tendance à vouloir déroger en mettant aussi à jour les tests. Donc finalement, les tests d'architecture peuvent perdre momentanément leur capacité de garde-fou des dérivations. Alors, je ne l'ai pas vu s'amuser à faire ça, en tout cas dans les expériences. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, hein. Je ne dis pas ça. Je ne l'ai pas vu parce que la doc est très restrictive, donc ça le cadre énormément. Et les tests ArcUnit aussi. Donc je ne l'ai pas vu modifier les tests ArcUnit, mais on pourrait très bien mettre un hook qui l'empêche de toucher à ces fichiers, tout simplement. Là, c'est du harness engineering. On va mettre un harnais, on va l'empêcher de toucher à ces fichiers. Comme ça, je ne veux pas. Enfin, ça doit être quelque chose qui doit être vérifié. Et pas que tu touches pour que ce que tu as produit passe. Voilà. Okay. Et ça, c'est le cas, vous avez un hook là-dessus, j'imagine. J'ai pas, encore une fois, là, sur le projet, on n'a pas eu encore l'opportunité de mettre des hooks dessus. La doc qu'on a mis, qui est restrictive, est suffisante en l'état. Mais si un jour on rencontrait ça, on pourrait mettre des hooks en passe. On sait que ça existe dans les CLI et ça serait une bonne façon de faire d'ailleurs. Mais c'est une question très simple, mais j'imagine que vous avez dû crafter pas mal d'agents, parce que vous avez l'air d'avoir une méthode assez rodée. Et vous prenez plus de plaisir à crafter des agents ou à crafter du code? Je te laisse répondre. Alors, il y a un vrai plaisir à crafter, enfin à écrire du code. J'en ai fait pendant 20 ans, donc c'est un plaisir. J'ai éprouvé du plaisir à avoir un agent qui finit par produire le code que je voulais et qu'à la fin ça fonctionne. Donc au final, il y a cette satisfaction qui est présente. Ce qui va me manquer pour utiliser le clavier et crafter du code, c'est juste que moi, mon cerveau, il fume en fait, littéralement. Au moment où j'écrivais du code, en général, j'avais réfléchi, puis à ce moment-là, je suis en train de dérouler ce que je dois faire. Donc mon cerveau, pour moi, se repose. Quand je fais du développement agentique, ça fume en permanence. En général, je suis lessivé de ma journée quand je sors de ces sessions-là. Donc c'est ça qui va me manquer, presque plus qu'autre chose. Voilà. Mais réussir à crafter un agent qui produit le code qu'on veut, il y a une forme de satisfaction qui est quand même présente. Voilà. Plus la valeur produite, rapidement. J'avais une dernière question là-bas que j'étais déjà demandé. Hop. Vas-y, Jordan. Merci. Alors désolé, je reviens sur la question justement des tests des agents. En fait, on parle de crafter du code, crafter des agents. Ce qui est bien dans qu'on craft du code, en fait, c'est qu'on a du déterminisme. En fait, on peut avoir des linters, les tests unitaires qui nous permettent de dire si oui ou non ce qu'on a fait est valide selon nos règles à nous. Mais justement, sur le fait de comment tester en fait que nos agents soient valides. Donc, comme on est sur un modèle plutôt non déterministe, justement, est-ce que vous avez mis des règles sur une évaluation justement de ces agents? C'est un concept que je ne maîtrise pas encore beaucoup. Mais pour savoir si vous avez outillé ça pour mesurer, par exemple, si un agent est devenu plus performant en modifiant son markdown, en modifiant le modèle sur lequel il va tourner, ou le harness même entier. Est-ce que vous mesurez, par exemple, le nombre de tools qui sont appelés, le temps qu'il prend, le nombre de tokens qu'il va générer, pour savoir si oui ou non il y a une régression dans cet agent ou pas? On ne le mesure pas en direct. Par contre, on peut faire un retour d'expérience. Globalement, Claude Opus, il a disparu chez nous. On ne l'utilise plus. À la différence d'autres personnes, on fait du Sonnet, du Codex, voire du IQ, voire du 4, GPT-4. On n'a pas d'Opus, en fait. Ils sont cadrés, ils sont extrêmement cadrés, donc ça consomme moins de tokens. Ça consomme moins tout court, en fait. On a gagné là-dessus. On va faire de l'Opus, peut-être, pour un besoin spécifique, mais on est sur l'épaisseur du trait, finalement, à ce moment-là. On consomme beaucoup moins, finalement. C'est là où on a beaucoup gagné. Surtout avec les changements, parce que la facturation, elle change en ce moment, elle a plutôt tendance à augmenter. Donc forcément, on cherche à voir comment on peut consommer moins, tout en ayant le même output, on va dire. Et on s'est rendu compte qu'avec un agent cadré, qui force à travailler d'une certaine façon, des modèles moins puissants arrivent à générer le code qu'on veut. Par exemple, sur certaines choses, on a même réfléchi, alors c'était pas très révélateur,
Mais sur la partie workflow Git, tout ce qui était commit, etc., on a essayé de faire tourner GPT-4, par exemple, qui était complètement gratuit sur Copilot pour voir s'il était capable de le faire. Voilà. L'autre fois, j'ai découvert par hasard que j'étais sur Codex après une journée de boulot. J'ai pas vu de différence avec Sonic, alors que 3 semaines avant, on n'avait pas été aussi loin. Il y a la différence, ça se voyait au bout de 30 secondes, en fait. Donc, ça apporte. Merci, monsieur.